tous, eh bien on est au mois de janvier, peut-être que vous verrez cette vidéo au mois de février, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que je voulais faire le bilan de mes lectures de l'année 2019. Donc vous avez déjà eu le bilan et les nouvelles résolutions, donc bilan un petit peu chiffré, le constat global, ce qui s'est bien passé, moins bien passé, ce que je veux mettre en place pour 2020. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous présenter mes flops de l'année 2019. Alors, il faut savoir que sur mon année, il n'y a rien, j'ai pas eu de lecture horrible. Voilà, donc les flops que je vais vous présenter, eh bien, tout simplement, c'est des livres soit qui ne m'ont pas convenu au moment où je les ai lus, qui auraient pu me convenir à un autre moment, par exemple, ou des livres où je m'attendais quelque chose à lire, enfin je m'attendais à lire quelque chose, un genre, une certaine intrigue, et en fait c'était pas du tout ça, tout simplement parce que je m'étais pas suffisamment informée, donc j'ai été extrêmement déçue. En fait la plupart c'est voilà, c'est des flops déceptions, beaucoup plus que des mauvaises lectures. Vous allez voir, il n'y a aucun livre qui a été une mauvaise lecture. Bien, la plupart ont été notés dans les 14, 15 sur 20, c'est pas des mauvaises notes, c'est des lectures qui ont été agréables, sauf certaines, mais relativement agréables. Je suis sûre qu'il y en a, ça fait partie de vos coups de cœur parce que je sais que c'est des livres qui ont beaucoup plu ou qui plaisent à beaucoup de gens. Juste c'était pas ce que j'avais envie de lire ou ça m'a pas convenu, le style m'a pas convenu. Donc vous allez voir que j'ai essayé de faire ça sous une forme de petite cérémonie, juste parce que j'avais envie de m'amuser. Donc j'ai fait des catégories et dans chaque catégorie, eh bien, j'ai mis un flop, donc une déception livresque de cette année 2019 pour moi. Donc on va commencer par le flop de l'ennui, un livre dans lequel je me suis ennuyée, donc j'ai fini, mais où je me suis posé la question plusieurs fois si je devais l'abandonner. Finalement j'ai décidé de le finir, bon au moins je l'ai lu en entier. Il s'agit de L'horloge de l'Apocalypse de Loris Murail, donc je vous mettrai la photo ici. Encore une fois, celui-ci c'est pas du tout un mauvais livre. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé la plume de Loris Murail et les valeurs qu'il essayait de transmettre. Je pense que j'ai vu qu'il avait une saga un peu dystopique dans sa bibliographie, donc peut-être que je me pencherai sur d'autres livres. En tout cas celui-là ça l'a pas fait du tout. En fait dans l'horloge de l'Apocalypse on suit, me semble-t-il, parce que c'était en janvier de l'année dernière, on suit une jeune fille qui va se retrouver à vivre dans une caravane dans le fin fond de l'Amérique, on va dire l'Amérique de Trump, hein, l'Amérique où il y a beaucoup de chômage, pour aider son frère, et elle va se retrouver donc un peu enterrée, hein, dans cette petite ville où il n'y a pas très peu de boulot, où les gens n'ont que très peu de préoccupations environnementales, on va dire. C'est très armes, politique républicaine, mais à l'extrême, pollution, pétrole, voilà. Donc à la fois c'est un thème qui m'intéresse, voilà, l'Amérique de Trump c'est un thème qui m'intéresse. On est ici dans cette espèce on dirait limite une dystopie, parce que sauf que c'est la vraie vie, des gens qui aiment polluer, ça leur fait plaisir, ils sont complètement contre tous ces les changements, en fait, la numérisation, les changements de notre société actuelle, en tout cas les changements qu'on voit de manière normalement positive. Et on va suivre cette jeune fille, voilà, qui va essayer de trouver un travail, qui va essayer de survivre, et qui écoute en même temps des émissions de radio d'un homme qui dénonce énormément ce qui se passe et qui essaye de faire un constat au niveau de l'environnement. Donc le pitch vraiment me tentait, hein. Avec l'horloge de l'Apocalypse, je savais que c'était pas un post-apo parce que j'avais entendu, ça a été des coups de cœur chez certains, mais juste ça l'a pas fait avec moi. Je me suis profondément ennuyée, je sais pas pourquoi. Honnêtement, peut-être que j'aurais préféré un post-apo. En tout cas, le thème était bien, mais j'ai trouvé que la jeune fille manquait de profondeur. J'ai trouvé que son histoire, finalement, ne m'intéressait pas énormément. Voilà, j'ai suivi les personnages sans aucun attachement. Voilà, c'était vraiment la lecture. Je l'ai fini pour la finir, mais j'ai pas retiré énormément de plaisir à ma lecture. Malgré le style que voilà, je dois soutenir, Loris Murail écrit très bien et écrit d'une manière assez fluide, donc c'est vraiment l'histoire qui ici m'a pas convaincue. Ça peut arriver. Le deuxième flop que je veux mentionner dans cette vidéo, il s'agit du flop du gros cliché ou du flop du drama. On va aller dans
une zone qui est hors de ma zone de confort, puisque j'ai lu un petit peu de romance. Vous avez pu voir ça dans des derniers book hauls. J'ai lu la saga, juste le tome 1 et le tome 2, Baby Random, c'est de Gaia Alexia. Non, de Alexia Gaia, voilà, dans l'autre sens. Chez Hugo Roman. Encore une fois, je vous mettrai les petites photos. Alors, le tome 1, bon, ça s'est lu, on va dire. C'était pas une mauvaise lecture. J'ai trouvé ça relativement divertissant. Voilà, on est dans une romance où on suit une jeune fille qui est serveuse. Tous les matins, à la même heure, elle croise cet bel homme aux yeux verts magnifiques qui vient lui prendre un latte, qui la calcule pas trop. Il vient tous les jours, c'est le moment qu'elle attend. Et elle est très proche de sa voisine qui est une petite mamie que j'ai vraiment adorée. J'ai trouvé qu'elle apportait beaucoup dans le roman. Et donc on va suivre cette jeune fille. Voilà, c'est une romance, donc je vais m'arrêter là. J'ai trouvé que on rentrait dans le cliché. Alors oui, je m'attendais à des clichés. Mais là, en fait, ce qui m'a gênée, c'est que le tome 1, il y a plein de clichés, mais c'était divertissant. Et dans le tome 2, en fait, on a l'impression que à chaque chapitre, il faut trouver un retournement pour mettre le personnage principal dans le caca. Voilà, ça faisait vraiment drama queen. Donc elle se retrouvait tout le temps dans cette situation galère, c'était l'horreur, toujours des trucs à régler, des problèmes. Enfin, voilà, je veux pas vous spoiler si vous voulez lire, mais pourquoi tant de drama, s'il vous plaît? Ça ne faisait tellement pas réaliste. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être bon, alors qu'est-ce qu'on va chercher pour un prochain drama, parce que là elle s'est sortie du dernier drama grâce à ce mec là, mais là allez, on va lui rajouter, allez, on va la faire galérer là-dessus, on va lui faire perdre son emploi, mais vraiment, enfin non, c'est de la new romance. Honnêtement, c'est pas un genre qui est fait pour moi, je le sais. J'ai choisi cette saga parce qu'elle est très bien notée, elle a plus de 17 sur Livre Addict. Donc je pense que juste, c'est pas un genre qui est fait du tout pour moi. Et je peux comprendre qu'il y ait plein de gens qui adorent ce genre d'ouvrage. Parce que je pense que ce que je suis en train de dire, c'est valable pour plein d'autres livres. J'essaierai de continuer, hein, j'en ai encore un ou deux dans ma palle, donc j'essaierai. Mais là, ça l'a pas fait avec moi, mais pas du tout. Voilà, malheureusement. Ensuite, un flop d'un livre que j'ai abandonné. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu en entier. C'est le flop du livre, j'ai pas tout compris. En gros, je vais vous parler d'Encre de verre et d'acier. C'est de Gwendoline Clark. C'est un roman que je m'étais procuré au Salon du Livre Jeunesse 2018 et qui a été une grosse déception. En fait, j'ai trouvé que le monde était extrêmement fouillis. En fait, on suit une jeune fille qui, elle et sa mère, en fait, elles peuvent écrire des histoires. En fait, c'est des histoires qui deviennent réelles. Enfin, c'est pas elle qui écrit les histoires, pardon. Elles vivent dans un monde qui a été créé par l'écriture des gens. Donc, il est possible de créer des personnes, de créer un monde, de créer un univers en écrivant. Et on va suivre cette jeune fille. Donc d'abord, on est dans le monde créé, donc que je trouve plutôt intéressant, sauf que ça dure 10 pages. Et puis d'un coup, on se retrouve dans notre monde à nous, donc ça m'intéresse pas trop, hein, et enfin là déjà déception, pourquoi on quitte ce monde intéressant pour retourner dans le monde à nous, pour retrouver une personne qui sait lui écrire et donc créer des personnes. Alors j'ai trouvé que le monde n'était pas bien construit parce qu'on comprenait pas tout le temps. J'ai trouvé que l'action était très lente, on savait pas où ça allait, vraiment je ne voyais pas où l'autrice voulait en venir. Ça tirait en longueur. Alors pourtant le pitch était original, vraiment c'est quelque chose, l'écriture, la créativité, tout ça c'est des choses que j'aime et qui m'intéressent. Mais alors là, c'est tombé complètement à plat. J'ai pas tout compris, il y avait un espèce imbroglio d'histoire. Voilà, j'ai arrêté au bout de quoi, 150-200 pages, il se passait rien et ça parlait pas du monde qui m'intéressait. Vraiment, voilà.
Celui-là, ça a été un abandon, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était fouillis, que c'était pas assez creusé. En tout cas, si c'était creusé, bah, c'était pas clair. Et l'histoire assez plate. Le ventre mou du livre m'a juste tué. Voilà. Flop, ça arrive. Le flop suivant, eh bien, c'est un livre alors qui n'a pas été un flop, que j'ai mis 16 je crois, parce que c'était une bonne lecture, mais c'est un flop dans le sens où il a été vraiment trop recommandé. Les gens ont fait, quand je dis les gens, c'est les journalistes, enfin c'est au global. Hein. Il y a une telle montagne de communication autour de ce livre, donc je parle de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Tellement de com, je me suis dit ah ça va être génial, il va y avoir des super twists, ça va être émouvant, un peu au livre, un peu comme les livres de Agnès Ledig ou Virginie Grimaldi. Bon bah c'est tombé un peu à plat, ça a été une bonne lecture, hein. C'était divertissant, mais il n'y avait pas besoin d'autant de communication. Je suis contente de l'avoir acheté en poche et pas en grand format parce que bon, la couverture était splendide, parce que j'aurais pas payé 20 € pour ça, clairement. Euh, En fait, dans ce livre, on suit une mère, une maman, businesswoman, qui travaille beaucoup, qui travaille dans, il me semble, le secteur de cosmétiques, qui a un très beau poste, et qui a un fils d'une dizaine d'années. Et sauf que bah, dès le début, voilà, le fils va avoir un accident, et la mère va essayer de faire des défis, un peu de réaliser la bucket list de son fils, pour le faire agir, le faire réveiller de son coma. Alors, dans le principe, pourquoi pas. Voilà, encore une fois, c'était pas une mauvaise lecture, c'était plutôt bien écrit, voilà, c'était fluide, je me suis pas ennuyée. Mais j'ai trouvé que c'était parfois invraisemblable. Euh, j'ai pas vraiment compris comment et pourquoi on passait de la femme businesswoman, carriériste, mais pas de façon négative, hein, juste elle aime son travail, elle le fait bien, elle a une belle carrière et tant mieux. Et je trouvais que ça c'était assez moderne. On va passer de bah oui, parce que le fils a eu un accident, bah forcément son travail c'est plus la priorité. Et ça se encore une fois, j'en conviens. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des revirements comme ça. D'un coup, on va parler de un peu d'harcèlement au travail, alors qu'avant, bon, apparemment, ça la gênait pas, en tout cas, elle n'en parlait pas. Euh, pour claquer la porte. Il y avait des revirements de situation qui étaient extrêmes. Alors après, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un enfant qui est dans le coma. Peut-être qu'on a ces idées extrêmes, mais moi j'ai trouvé que c'était un petit peu invraisemblable, en tout cas un peu trop extrême à mon goût. J'ai trouvé que c'était pas toujours logique. J'ai envie de dire, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir une belle carrière, à vouloir se concentrer sur sa carrière. Et là, d'un coup, culpabilisation, c'est de ma faute, j'ai travaillé trop, c'est pour ça qu'il a eu un accident. Bah non, c'est pas pour ça qu'il a eu un accident. Il a eu un accident parce qu'il a pas fait attention et qu'il y a un chauffeur qui l'a percuté. C'est pour ça qu'il a eu un accident, c'est pas parce que t'étais au téléphone. Et encore une fois, je dis pas que c'est bien d'être tout le temps au téléphone et de ne pas beaucoup s'occuper de ses enfants. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste que j'ai trouvé que le message était un peu, parfois, on savait pas trop où il voulait en venir. C'était moderne, puis plus moderne. C'était parfois borderline, les messages, bon, on savait pas trop où l'auteur voulait en venir. Après, la bucket list du gamin, sérieusement, enfin, c'était cool, hein. Mais alors la bucket list du gamin, c'est la bucket list d'un gamin peut-être de 16-18 ans, hein, pas de 10 ans, 11 ans. Enfin en tout cas, ou alors le gamin est hyper informé et très mature, hein, parce qu'il y avait des choses... alors aller à Tokyo, ok, mais alors le gamin connaissait tous les noms des quartiers, il voulait là, faire un karaoké là... En fait, ça faisait très bucket list d'ado adulte, hein, mais pas du tout d'enfant. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment... Puis il y avait des trucs du genre pincer les seins de ma prof d'anglais, je sais pas quoi, ouais, bon. Alors ça faisait un peu plus 10 ans, ça on est d'accord. Bon, voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais ça méritait clairement pas toute l'attention que ce livre a créé. Il y a des livres beaucoup, enfin, je trouve beaucoup plus intéressants chez Agnès Ledig, chez Virginie Grimaldi, voilà, dans le genre, que celui-là. Le flop suivant, je pense que ça va vous étonner, encore une fois, c'est une lecture que j'ai appréciée. Hein. Il s'agit d'Outlander de Diana Gabaldon. Alors pourquoi j'ai voulu le mettre ici? Parce que pour moi, c'est le flop de c'est pas ce que j'attendais. En fait, je savais pas que Outlander c'était une grosse romance. Voilà. Je sais pas, je m'étais imaginé un peu
à la Game of Thrones, en fait, cette femme qui remonte dans le temps et puis qui se retrouve à l'époque en Écosse avec des guerres, avec des conflits politiques. Donc ça, c'est tout ce qui peut me plaire avec... Bon, oui, il y a une romance, mais disons que je m'attendais à la romance 20-30% et le reste un peu l'univers historique, gros roman historique où on en apprend plus, conflit politique, un petit peu de remontée dans le temps, tout ça. Voilà, je me suis dit, c'est comme ça que je m'étais un petit peu chauffée sur ce livre. Et en fait, bah non, ce livre c'est ce que je viens de vous dire, mais ça c'est 30-40% et le reste c'est de la romance. Et donc l'histoire d'amour entre les deux héros, je trouve, prend beaucoup trop de place à mon goût. Je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent cette saga, qui sont extrêmement attachés aux deux héros. En fait, moi j'ai pas réussi suffisamment à m'attacher à la jeune femme et je sais plus leur nom, désolée. Et à cette bel homme roux écossais, voilà, dont elle tombe amoureuse. Il y a des trucs qui m'ont un peu énervée parce que par exemple, en fait au début, on est après-guerre et donc on suit cette jeune femme qui a été infirmière pendant la guerre, qui avait perdu de vue son mari, ils ne se sont pas vus pendant des années parce que lui, je ne sais plus s'il était espion ou il travaillait au gouvernement, en tout cas il n'était jamais là. Et donc ils ne se sont pas vus, ils sont mariés et puis ils ne se sont pas vus pendant 5 ans. Et donc là ils se retrouvent, enfin super, génial. Et puis bon bah critique sur critique quoi. Ah il est un peu ennuyeux, ah il est tout le temps focalisé sur l'histoire, en même temps le mec est historien, donc j'ai envie de dire bon si t'aimes pas l'histoire, ça me... Je pense pas que le mari a changé, enfin juste peut-être soit c'est elle qui a changé, soit c'est juste elle l'avait pas réalisé qu'elle avait épousé quelqu'un qu'elle connaissait pas, mais on commence des critiques un petit peu, ouais, bon, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je veux faire ça, nanana. Et puis on découvre le bel homme roux écossais, et puis on oublie un peu le mari. Au début, c'est ah, je suis une femme mariée, nanana. Bon, et puis vite oublié, hein, le mari. Donc ça, pour moi, c'était un petit peu invraisemblablant, très bizarre. Je sais pas, pour moi, quand on se marie, c'est pas juste... Bon, alors, certes, c'était dans une autre époque, mais ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu bon. Ok. Bon, bah tant pis, hein, de toute façon, le mari, il est clairement plus chiant, moins beau que, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, mais que le grand roux, qui est effectivement très beau dans la série, hein, et dans le livre, il a l'air très beau aussi, et très attentif, très attentionné. Enfin, il y a des scènes un peu bizarres, hein, quand même. Il y a des scènes où genre elle se prend une grosse fessée parce qu'elle a désobéi. Alors certes, on est à une différente époque. De nos jours, alors soit c'est un peu du sadomasochisme, soit ça s'appelle une femme battue, hein, voilà. Mais bon, en tout cas à l'époque c'était pas trop dénoncé. Il est un peu outré, comment ça, tu veux me frapper? Mais au final, bah, il la frappe quand même. Bon, et c'est un peu érotisé, voilà, ça m'a pas trop plu. Bon, bah j'ai pas été convaincue. Voilà. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça fait presque 1000 pages, et je sais pas combien de tomes, 8 ou 9. Donc clairement, je vais pas poursuivre cette saga. Je suis pas assez attachée au personnage et pas assez engagée pour la suivre. Donc c'est un flop, c'est plus une déception parce que je m'attendais à quelque chose et c'est pas ce que j'ai. Ça arrive. On continue, hein, oui. Alors là, c'est le flop de l'énervement. Donc c'est une saga de manga. Je pense que vous allez voir de quoi je parle. J'ai lu 4 tomes et j'ai décidé de ne pas la poursuivre parce que j'étais très énervée par ce qui se passait à l'intérieur des tomes. Il s'agit de la série Made in Abyss. C'est de Tsukushi. Voilà. Et en fait, j'ai eu un problème avec cette série. Le premier tome ça allait, le deuxième tome il y a eu des pointes de choses qui ne me plaisaient pas, le troisième tome de plus en plus, et je me suis dit je lis le quatrième tome, si ça continue comme ça, j'arrête. Et ça continuait et c'était de pire en pire. En fait j'ai trouvé que cette série, il y avait une hypersexualisation des enfants. Mais c'est des enfants, c'est pas des ados, même des ados déjà c'est gênant, mais c'est des enfants. Il y a une petite fille qui doit avoir 10, 11 ans, et donc plusieurs fois dans l'ouvrage, bah, elle se retrouve pendue par les pieds nus. On voit qu'il y a sa poitrine qui pousse par exemple, mais c'est fait d'une manière... Et puis à côté, t'as des adultes qui l'observent. Enfin, désolée, mais moi, c'était vraiment... qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça faisait vicieux, ça faisait pervers. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui faisaient perverses.
Il y a un jeune garçon qui accompagne cette jeune fille, donc en fait ils habitent autour d'un espèce d'immense abysse, trou, et donc c'est un monde de fantasy où en fait plus on descend dans l'abysse, plus on va trouver des artefacts, des monstres, et donc la jeune fille va absolument descendre et retrouver sa mère, je crois, tout au fond du trou. Et l'histoire elle est top, hein. Franchement il y a des monstres, il y a des petites histoires, c'est intéressant, mais ça, s'il vous plaît quoi. Et alors elle est suivie par un jeune garçon qui a une main, qui est un peu un droïde, enfin c'est un espèce de robot. Ils sont mignons tous les deux, hein. Ils se protègent l'un l'autre et tout, il n'y a pas de choses romantiques. Mais plusieurs fois, voilà, elle va se laver dans l'eau, elle est nue. Alors, jusque-là, tout va bien. Mais il y a toujours cette espèce de truc malsain autour où elle est observée par des adultes. Enfin, vraiment, Et il y a un moment, alors ça c'est la scène, j'étais là, mais what? Le robot, à un moment, ils sont pas capturés, mais bon, il y a un adulte en fait qui a récupéré les deux et qui veut soi-disant les protéger, mais je pense qu'il veut surtout les séquestrer. Et le jeune garçon, on lui fait subir des trucs, mais ça faisait vraiment sexuel, quoi. Même si c'est un robot. Enfin, voilà, je veux pas donner trop de détails, mais moi, ça m'a vraiment dégoûté. J'ai trouvé ça pervers. Je trouvais que ça apportait mais rien à l'histoire, mais vraiment rien du tout, à part montrer voilà, cette perversité et cette sexualité des enfants qui apportait rien. Voilà, je sais pas si s'il y a une volonté de dénoncer. En tout cas, elle n'est pas présente dans les 4 premiers tomes et j'ai pas l'impression. J'avais juste l'impression que le mangaka il kiffait dessiner des gamins nus et leur faire subir des choses. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Voilà. Donc là, c'est mon moment énervement. Voilà, je vous avais déjà expliqué, mais je ne poursuivrai pas cette saga. J'ai revendu tous les tomes que j'avais et je vous la conseille pas parce que je trouve ça gênant. Une des dernières déceptions, vous allez être assez surpris, je pense. Il s'agit du flop du tome qui n'était pas utile. Voilà, il s'agit du tome 5 de la saga Sauveur et Fils de Mario Muraille. J'adore cette saga. J'ai trouvé que le tome 5, il était en dessous. Voilà, j'ai trouvé qu'il était en dessous par rapport au reste de la saga. J'ai trouvé qu'il apportait pas grand-chose finalement. Alors, c'était intéressant sur certains points parce qu'on suivait certains patients, notamment sur tout ce qui était transidentité par exemple. On suivait donc notamment cette patiente qui se reconnaissait en tant que garçon. Donc on la suit dans sa nouvelle identité en tant que garçon. Ce côté-là, j'ai beaucoup aimé. On suit également les enfants de Sauveur, l'enfant de Sauveur, voilà, qui rentre dans la préadolescence, adolescence, donc ces thématiques un peu moins enfantines, plus ado, qui étaient intéressantes. Ça, c'était intéressant. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment pour en faire un tome supplémentaire, que ce tome qui n'était pas mauvais, hein, mais qui n'est pas spécialement utile. Et il y a une partie qui m'a un petit peu énervée et décontenancée. Il s'agit de la fin. Voilà, les dernières 30 pages, Sauveur et son fils repartent dans, on va dire, la famille de Sauveur, donc ils vont dans les îles. Et j'ai trouvé qu'il y avait normalement matière à dire des choses, on retrouve la famille, on aurait pu plus développer l'identité, les racines en fait de Sauveur et de son fils. Et j'ai trouvé que cette partie-là, elle apportait rien du tout et surtout elle m'a décontenancée parce qu'il y avait des paroles, il y avait des choses qui étaient dites, qui étaient faites. Pas aimé, vraiment j'ai pas aimé, j'ai pas compris. J'ai pas compris les réactions de Sauveur parfois, j'ai pas compris ses dialogues. Vraiment toute cette partie-là, j'ai trouvé que vraiment, voilà, je l'aurais enlevé personnellement. Et j'aurais plus aimé ce roman, le tome 5, si on avait enlevé cette partie. Voilà, je trouve que ce tome est pas indispensable, qu'il est pas mauvais, mais qu'il est pas indispensable. Et si vous terminez la saga au tome 4, ça sera très bien aussi. Grosse vidéo pour vous présenter ces livres qui ne m'ont pas convaincue en 2019. Encore une fois, voilà, pas de mauvaise lecture, pas de mauvais livres, mais seulement des livres qui m'ont déçue, où je ne m'attendais pas à ça, parce que ma faute, voilà, je ne m'étais pas assez renseignée, ou ça l'a pas fait tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, malgré la longueur.
Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour la vidéo top que vous aurez peut-être vue avant, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire c'est quoi vos flops de l'année ou en tout cas vos déceptions. Voilà. Les livres qui vous ont déçu, vous attendiez beaucoup et puis finalement c'était une lecture, oui, pas trop mal, mais c'était pas ce que vous attendez. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.